Ces caractères distinctifs étaient maintenant perçus. Non pas que mes yeux se soient soudainement améliorés, mais simplement parce que mon esprit était de nouveau capable de les voir et d'enregistrer leur signification. J'ai insisté longuement sur cette expérience, non qu'elle soit remarquable ou étrange en quoi que ce soit, mais simplement parce qu'elle illustre certains faits que toute personne étudiant l'art de voir doit avoir constamment présent à l'esprit. Ces faits peuvent être formulés comme suit. Sentir n'est pas la même chose que percevoir. Les yeux et le système nerveux opèrent la sensation, et l'esprit la perception. La faculté de perception est reliée aux expériences accumulées par l'individu, en d'autres termes à la mémoire. La vue claire est le produit d'une sensation exacte et d'une perception correcte. Toute amélioration de la faculté de perception tend à s'accompagner d'un perfectionnement dans la puissance de la sensation et cette résultante de la sensation et perception qui constitue la vue. Perception déterminée par la mémoire. Le renforcement de la perception tend à améliorer la capacité de sentir et de voir, c'est là un fait démontré non seulement dans les circonstances anormales que j'ai décrites, mais aussi dans les activités les plus communes de la vie de tous les jours. Un microscopiste expérimenté verra certains détails sur une coupe que le novice ne réussira pas à voir. En se promenant dans les bois, un citadin restera aveugle pour une multitude de choses que le naturaliste bien préparé verra sans difficulté. Sur mer, le matelot découvrira des objets éloignés dont le terrien niera l'existence. Et ainsi de suite indéfiniment. Dans tous les cas, le perfectionnement de la sensation et de la vue provient du renforcement de la perception, lui-même résultat du souvenir de situations semblables dans le passé. Dans le traitement orthodoxe des défauts de la vue, l'attention n'est portée que sur un seul élément du processus total de la vue, à savoir le mécanisme physiologique de l'appareil sensitif. La perception et la capacité de se souvenir dont la perception dépend restent complètement ignorées. Pourquoi cette ignorance voulue et quelle en est la justification théorique? Dieu seul le sait. Si l'on songe au rôle énorme que l'esprit joue dans le processus total de la vue, il semblera évident que tout traitement adéquat et vraiment étiologique des défauts de la vision devra tenir compte non seulement de la sensation, mais aussi du processus de perception et de la mémoire sans laquelle la perception est impossible. C'est un fait hautement significatif que la méthode de rééducation du Dr Batt pour les défauts de la vue se garde bien de négliger ces éléments mentaux du processus total de la vue. Au contraire, plusieurs de ces meilleures techniques sont spécialement destinées à l'amélioration de la perception et de la mémoire, conditions nécessaires de la perception. Chapitre 4. Variations dans le fonctionnement du corps et de l'esprit. Le fonctionnement de tout l'organisme ou d'une partie quelconque de cet organisme a pour caractéristique principale d'être éminemment variable. Nous nous sentons tantôt bien, tantôt mal, la digestion par exemple sera bonne ou mauvaise, parfois nous envisageons avec calme et équilibre de l'esprit les situations les plus critiques, tandis que d'autres fois l'incident le plus insignifiant nous laissera irritables et nerveux. Cette irrégularité dans le comportement constitue la rançon de notre organisme vivant et conscient, obligé de s'adapter sans relâche à des conditions variables. Le fonctionnement des organes de la vision, l'œil qui sent, le système nerveux, organe de transmission et l'esprit qui choisit et perçoit n'est pas moins sujet à variation que le fonctionnement de l'organisme in toto ou celui d'une quelconque de ses parties. Les gens doux et dieux normaux fonctionnant correctement possèdent, pour ainsi dire, une grande marge de sécurité visuelle. Même lorsque leurs organes visuels fonctionnent mal, ils verront encore assez bien en pratique dans la plupart des cas. Par conséquent, ils se rendront moins compte de variations dans le fonctionnement visuel que les personnes qui ont à la fois des yeux défectueux et de mauvaises habitudes de vision. Ces personnes-là n'ont pas ou guère de marge de sécurité, d'où il résulte que le moindre affaiblissement de leur puissance visuelle aura des effets considérables, néfastes. Les yeux peuvent être gênés par nombre de maladies. Les unes n'affectent que l'œil, dans les autres, le trouble de la fonction oculaire est le résultat d'une maladie de quelque autre région du corps, des reins par exemple, ou du pancréas, ou des amygdales.
Dans nombre d'autres cas, la maladie ou les désordres chroniques même légers n'entraînent pas une lésion organique de l'œil, mais gênent son fonctionnement normal, souvent par affaiblissement général de la vitalité physique et mentale. La vision peut aussi être affectée par une diète défectueuse ou de mauvaise position du corps, voire annexe 2. D'autres causes de mauvais fonctionnement visuel sont d'ordre strictement psychologique. Le chagrin, l'anxiété, l'irritation, la peur et en fait toute émotion dite négative peut entraîner un mauvais fonctionnement temporaire ou durable si l'état émotionnel est chronique. À la lumière de ces faits d'expérience quotidienne, nous pouvons constater qu'une personne ordinaire se comportera d'une façon des plus absurdes en présence d'une diminution de sa vue. Ignorant complètement les conditions générales fonctionnelles du corps et de l'esprit, elle se précipitera souvent chez le plus proche marchand de lunettes pour s'y pourvoir d'une paire de lentilles. L'ajustement est effectué généralement par quelqu'un qui n'aura jamais vu cette personne auparavant et n'aura par conséquent aucune notion de son organisme physique ni de son individualité. Sans considérer que le défaut de la vue peut ressortir à un mauvais fonctionnement temporaire provoqué par quelque dérangement physique ou psychique, le patient se munit de ses lentilles et généralement constate une amélioration de sa vision, après une période variable de gêne plus ou moins désagréable jusqu'à ce qu'il y soit habitué. Cependant, cette amélioration n'est pas obtenue sans inconvénient. Il y a des chances qu'il ne puisse plus jamais se passer de ces « béquilles précieuses », comme les appelle le Dr Luc Hiesch, et qu'au contraire leur puissance devra être augmentée d'autant plus que sa puissance visuelle diminuera sous leur influence. Il en est ainsi lorsque les choses vont bien. Mais il y a toujours une minorité de cas où les choses vont mal et pour ces cas le pronostic est défavorable. Chez les enfants, la fonction visuelle est aisément troublée par un choc émotionnel ou de grands efforts. Mais, au lieu de chercher à supprimer ces conditions psychiques déprimantes et à restaurer un fonctionnement visuel convenable, les parents de l'enfant qui se plaint de troubles visuels se dépêchent de faire pallier ce trouble par le port de lunettes. Ce cas n'a pas plus d'importance pour eux que l'achat de chaussettes ou de tabliers, et en fournissant ainsi des lunettes à l'enfant ils le rendent pour toute sa vie dépendant de ce moyen mécanique, destiné à neutraliser les symptômes d'une fonction défectueuse, mais au prix d'une aggravation des causes. Les yeux défectueux peuvent avoir des moments de vue normale. Au début du processus de rééducation visuelle, on fait une découverte intéressante. Aussitôt que les organes vicieux de la vue acquièrent un certain degré de ce que j'ai nommé la relaxation dynamique, on constate que les yeux ont comme des éclairs de vue entièrement normales ou presque. Dans certains cas, ces éclairs ne durent que quelques secondes, en d'autres cas ils persistent un peu plus longtemps. Parfois assez rarement, les anciennes habitudes de mauvais fonctionnement disparaissent tout de suite et pour toujours, et avec le retour au fonctionnement normal, la vision redevient absolument normale. Dans la grande majorité des cas néanmoins, l'éclair de vue normale disparaît aussi soudainement qu'il est apparu. Les anciennes habitudes de mauvais travail de l'œil se sont rétablies, et il n'y aura plus de nouvel éclair jusqu'à ce que les yeux et l'esprit aient été ramenés, par un traitement de détente, à l'état de relaxation dynamique qui seul permet une vue parfaite. Chez ceux qui souffrent depuis longtemps de vision défectueuse, le premier éclair survient souvent avec un tel choc de surprise heureuse qu'ils ne peuvent s'empêcher de crier ou d'éclater en larmes. À mesure que l'art de la relaxation dynamique est mieux possédé, que les bonnes habitudes de travail oculaire remplacent les mauvaises, que le fonctionnement visuel s'améliore, les éclairs de vision meilleurs deviennent de plus en plus fréquents et durables, jusqu'à ce qu'enfin ils s'unissent en un état continuel de vue normale. Perpétuer cet éclair de vue normale, tel est le but et le propos de la méthode de rééducation visuelle développée par le Dr Batt et ses disciples. L'éclair de vision meilleure est un fait empirique, susceptible de démonstration par quiconque veut bien remplir les conditions de son apparition. S'il est possible, dans un coup d'œil d'une seconde ou plus, d'apercevoir très clairement des objets qui paraissent ordinairement brouillés ou parfaitement invisibles, c'est là une preuve que le soulagement temporaire de la tension mentale et musculaire produit un meilleur fonctionnement et la disparition momentanée d'un vice de réfraction. Des yeux variables en présence de lunettes invariables. Si les conditions changent, le degré de déformation qui est imposé à l'œil vicieux par de mauvaises habitudes de fonctionnement pourra lui aussi se modifier.
Cette capacité de variation dans un sens favorable ou défavorable est mécaniquement réduite ou même inhibée entièrement par le port de lentilles artificielles. La raison en est simple. Toute lentille artificielle est destinée à corriger un vice spécifique de réfraction. Cela signifie qu'un œil ne verra clairement au travers d'une lentille qu'à la seule condition que cet œil présentera exactement le vice de réfraction que la lentille en question est destinée à corriger. Tout effort de la part des yeux porteurs de lunettes pour exercer leur capacité naturelle de variation est aussitôt handicapé, parce qu'il rendrait la vision encore moins claire, et cela est vrai même dans le cas où la variation a lieu dans le sens de la normale, car l'œil indemne de vice de réfraction ne peut voir clairement à travers une lentille destinée à corriger un vice qu'il ne présente pas. On comprendra ainsi que le port de lunettes réduit les yeux à l'état d'immobilité structurale, rigide et invariable. Sous ce rapport, les lentilles artificielles ressemblent non à des béquilles auxquelles le docteur Lukiech les a comparées, mais à des attelles, à des corsets métalliques, à des appareils plâtrés. À cette occasion, il vaut la peine de mentionner certains progrès récents et révolutionnaires dans le traitement de la paralysie infantile. Ces nouvelles techniques ont été élaborées par une infirmière australienne, Sir Elizabeth Kenny, et ont été appliquées avec succès tant en Australie qu'aux États-Unis. Avec l'ancienne méthode de traitement, les groupes de muscles paralysés étaient immobilisés à l'aide d'attelles et de plâtre. Sir Kenny ne veut rien savoir de ces procédés-là. À leur place, elle utilise dès le tout début de la maladie diverses techniques tendant à relâcher et rééduquer les muscles affectés, dont quelques-uns sont en état de contracture spastique, alors que d'autres sont empêchés de se mouvoir par les spasmes de groupes musculaires voisins et oublient, pour ainsi dire, rapidement la faculté d'exécuter les mouvements qui leur sont propres. On combine un traitement physiologique, application de chaleur, par exemple, avec un appel à l'énergie consciente du patient, à l'aide d'instructions verbales et de démonstrations. Les résultats sont remarquables. Sous l'effet de ce nouveau traitement, le taux de guérison fonctionnelle varie de 75 à 100%, selon la localisation des paralysies. Entre la méthode Kenny et celle du Dr Batt, il existe des analogies intimes et significatives. Toutes les deux, elles protestent contre l'immobilisation artificielle d'organes malades, elles insistent sur l'importance de la relaxation. Toutes les deux affirment qu'un fonctionnement défectueux peut être rééduqué dans le sens de la normale par coordination convenable de l'activité du corps et de l'esprit. Et finalement, toutes deux opèrent. Chapitre V. Les causes du mauvais fonctionnement visuel. Maladies et troubles émotionnels. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le mauvais fonctionnement visuel relevait d'abord de maladies ayant leur siège dans l'œil lui-même ou ailleurs dans le corps et dépendait en second lieu de troubles psychiques en relation avec les émotions négatives de la peur, de la colère, des tracas, chagrins, etc. Il va sans dire que dans ces cas, la restauration d'un fonctionnement parfait dépendra de la disparition de ces causes physiologiques et psychiques de dysfonction. En attendant, une amélioration considérable pourra être presque toujours obtenue par l'acquisition et la pratique de l'art de voir. On peut affirmer, comme principe général en physiologie, que les améliorations fonctionnelles d'une région corporelle tendront toujours à créer une amélioration organique dans cette région. En cas de maladie ayant leur siège dans l'œil, d'anciennes habitudes de fonctionnement incorrectes de l'œil constitueront très souvent un facteur causal ou prédisposant. Par conséquent, l'acquisition d'habitudes de voir nouvelles et meilleures conduira rapidement à une amélioration organique de l'œil défectueux. Même dans les cas où le défaut visuel n'est qu'un symptôme de maladie siégeant ailleurs dans le corps, l'acquisition d'habitudes correctes de fonctionnement visuel provoquera généralement une certaine amélioration organique des yeux. Il en est de même avec les désordres psychiques. On ne pourra compter sur un fonctionnement parfait aussi longtemps que les conditions d'émotion négatives, cause de la dysfonction, persisteront. Néanmoins, la pratique constante de l'art de voir contribuera à améliorer le fonctionnement, même en cas de persistance du désordre psychique, et sans cet art de voir, il sera très difficile, même si le trouble psychique a disparu, de se débarrasser des mauvaises habitudes fonctionnelles contractées au cours de ce désordre émotionnel.
En outre, l'amélioration de la fonction visuelle pourra réagir favorablement sur le désordre psychique. La plupart des fonctionnements défectueux amènent de la tension nerveuse. Chez les hypermétropes, surtout chez ceux qui ont une tendance au strabisme diverge, la tension nerveuse est souvent extrême, et la victime peut être réduite à un état d'agitation presque insensé. Une pareille tension nerveuse aggravera le trouble psychique, ce qui exagérera à son tour la dysfonction visuelle en élevant la tension nerveuse, formant ainsi un cercle vicieux. Mais heureusement, il existe aussi des cercles vertueux. L'amélioration de la fonction soulagera la tension concomitante de la dysfonction et cette relaxation de la tension agira favorablement sur l'état général. La diminution de la tension ne supprimera pas naturellement les troubles psychiques, mais elle contribuera à les rendre graduellement plus tolérables, plus inoffensifs dans leur action sur la fonction visuelle. La morale de tout cela est claire. Chaque fois que l'on aura des raisons de croire que le mauvais fonctionnement visuel est dû, en tout ou partie, à une maladie ou à un trouble émotionnel, il faudra prendre les mesures indiquées pour la suppression de ces causes, mais, en attendant, il faut apprendre l'art de voir. Les causes du mauvais fonctionnement visuel. Tracas, tourments, ennuis, etc. Un autre obstacle au bon fonctionnement de la vue est constitué par les tracas, préoccupations, états qui diminuent la vitalité générale du corps et de l'esprit, y compris celle des organes visuels. D'une publication de Joseph E. Barmak, intitulée « Préoccupations, inquiétudes et autres facteurs dans la physiologie de l'effort mental », New York, 1937, paru dans les archives de psychologie, j'extrairai quelques passages en rapport avec notre présent sujet. Dans l'état d'inquiétude, de graves ennuis, on attribuera plus d'importance à des excitants jouant un rôle de distraction tels que la peine, les douleurs, la tension oculaire, la faim. La sensation exagérée de tension oculaire conduira à un effort plus intense pour voir, et cet effort intensifié, doublé d'un effort exagéré pour fixer l'attention en dépit de l'état d'inquiétude, aura pour résultat, par un processus expliqué dans la deuxième partie de ce livre, un affaiblissement de la vision et, par conséquent, un renforcement de la tension visuelle. En ce qui concerne les effets de l'état mental sur l'état du corps, M. Barmak s'exprime comme suit. Quand il y a de l'inquiétude, la situation semble désagréable parce que l'on y répond par une adaptation physiologique insuffisante, due elle-même à une motivation insuffisante. La réciproque de cette affirmation est aussi vraie. L'adaptation physiologique inadéquate, due à des défauts organiques ou fonctionnels, en l'occurrence les organes de la vue, réagit défavorablement sur la motivation en affaiblissant le désir d'un individu d'exécuter telle tâche donnée, parce qu'il est si difficile de la mener à bien. Par là, l'insuffisance de l'adaptation physiologique s'en trouve aggravée et ainsi de suite en un cercle vicieux, la préoccupation augmentant le défaut fonctionnel et celui-ci aggravant l'état d'inquiétude, de tracas. Ce processus s'illustre clairement chez les enfants souffrant de vision défectueuse. Parce que l'hyperope ou hypermétrope trouve la lecture fatigante, il est ennuyé, tracassé par la lecture de près et ce désagrément, cette contrariété aggrave le mauvais fonctionnement des yeux hypermétropes. De même, le myope est handicapé dans les jeux ou dans la compagnie de gens dont il ne peut bien voir le visage que de près, il trouvera donc du désagrément aux sports et à la vie sociale, et cette contrariété réagira défavorablement sur son défaut visuel. L'amélioration de la vision changera les conditions de la motivation et réduira le terrain d'action de l'état de contrariété. Cette diminution de la préoccupation et l'amélioration dans la motivation amèneront un perfectionnement dans l'adaptation physiologique, en conduisant ainsi à une meilleure vision. Une fois de plus, la morale à tirer de ces considérations est simple, évitez si possible de vous tracasser et tourmenter, mais si vous ne pouvez l'éviter, apprenez l'art de voir, pour votre propre bénéfice. Les causes du mauvais fonctionnement visuel. Attention mal dirigée. Tous les facteurs précités, physiques et psychiques, de mauvais fonctionnement visuel résidant pour ainsi dire en dehors du mécanisme de la vue. Nous envisagerons maintenant une cause encore plus fertile de dysfonction résidant dans le mécanisme de la vue, soit une mauvaise direction de l'attention.
L'attention est la condition indispensable des deux éléments mentaux du processus de la vue, car sans attention il ne peut se produire de sélection dans le champ général des sensats, ni de perception des sensats sélectionnés, comme apparence d'objets physiques. Comme pour toutes les autres activités psychophysiques, il existe une façon incorrecte. Dans le premier cas, le fonctionnement visuel est bon, dans le deuxième cas, ce fonctionnement est handicapé et la capacité de voir s'affaiblit ou disparaît. On a beaucoup écrit sur ce thème de l'attention et l'on a imaginé de nombreuses expériences pour en mesurer l'intensité, la portée, la durée effective et les corrélations corporelles. Seules quelques-unes de ces considérations générales sont applicables à notre présent sujet, c'est pourquoi je me limiterai à l'étude de ces seuls faits. L'attention est essentiellement un processus de discrimination, acte consistant à séparer et isoler une chose ou pensée particulière de toutes les autres dans le champ des sensations et dans le champ des pensées. Dans le processus total de la vue, l'attention est intimement associée à la sélection, on pourrait même dire qu'elle est presque identique à cette activité. Les divers degrés et espèces d'attention peuvent être classifiés de plusieurs façons différentes. En ce qui concerne la vue, le mode de classification le plus rationnel consiste à diviser tous les actes d'attention en deux classes principales, l'attention spontanée et l'attention volontaire. L'attention spontanée est celle que nous partageons avec les animaux supérieurs, action de perception sélective s'exerçant sans contrainte, action déterminée par la nécessité biologique de la conservation de la vie et de la reproduction de l'espèce, ou déterminée par les exigences de notre seconde nature, c'est-à-dire de nos habitudes et de nos modelés fixés de pensée, de sensations et de comportement. Cette sorte d'attention n'entraîne aucun effort quand elle est changeante et transitoire et peu d'effort lorsqu'elle se prolonge, car l'attention spontanée peut se prolonger même chez l'animal. Exemple, le chat attendant couché à côté d'un trou de souris. L'attention volontaire peut être comparée à la variété cultivée d'une plante sauvage à croissance spontanée. On ne la rencontre que chez l'homme et chez les animaux soumis par lui à quelque forme d'entraînement. C'est l'attention associée à des tâches difficiles par elles-mêmes, ou à des tâches que nous avons à exécuter alors même que nous n'en avons guère envie. Un petit garçon étudiant l'algèbre exerce l'attention volontaire, pour peu qu'il soit capable d'attention. Ce même garçon quand il se livre à un jeu montre une attention spontanée. L'attention volontaire est toujours associée à un effort et tend plus ou moins rapidement à produire de la fatigue. Considérons maintenant les corrélations corporelles de l'attention, pour autant qu'elles affectent l'art de voir. Fait primordial et le plus important, la sensation, la sélection et la perception ne se produiront pas sans quelques degrés de mouvement corporel. Sans les éléments moteurs, écrit Ribot dans son étude classique La psychologie de l'attention, la perception est impossible, et il ressort clairement du contexte qu'il comprend dans ce terme la sensation, la sélection et la perception. Si l'œil est tenu fixé sur un objet donné sans mouvement, la perception au bout d'un moment en devient obscure et finalement disparaît. Posez le bout des doigts sur une table sans presser et au bout de quelques minutes le contact ne sera plus senti. Mais un mouvement de l'œil ou du doigt, si léger soit-il, réveillera la perception. La perception n'est possible que par un changement qui lui n'est possible que par le mouvement. Il serait facile de s'étendre longuement sur ce sujet, car bien que ces faits soient évidents et de commune expérience, la psychologie a cependant tellement négligé le rôle joué par les mouvements qu'elle oublia finalement qu'ils sont la condition principale de la connaissance, en tant qu'ils constituent les instruments de la loi fondamentale de la conscience, qui est relativité, changement. Nous en avons dit assez maintenant pour justifier l'affirmation inconditionnelle que sans mouvement il n'y a pas de perception. Il y a plus de 50 ans que Ribot a énoncé cette importante vérité sur la connexion entre le mouvement et la perception. En théorie, tout le monde est d'accord pour dire que Ribot avait raison et pourtant, les ophtalmologistes orthodoxes n'ont fait aucun effort pour découvrir comment ce principe pouvait être appliqué pratiquement, pour améliorer le fonctionnement visuel. Cette tâche a été laissée au Dr Bath, dont le système rehausse constamment l'importance fondamentale du mouvement pour aider la vue.
En attendant, les recherches de la psychologie expérimentale ont confirmé la conclusion catégorique de Ribot et fourni une justification théorique à plusieurs des pratiques et techniques enseignées par le Dr Batt et ses disciples. Dans la publication déjà citée, le Dr J.E. Barmak établit que l'attention franchement changeante appuie fortement l'activité vitale. Si l'attention est restreinte à une motivation insuffisante, l'activité vitale est sujette à dépression. Et l'importance de la mobilité est semblablement soulignée par le professeur Abraham Wolf dans son article sur l'attention de la dernière édition de l'Encyclopédie britannique. La concentration de l'attention sur quelque objet ou pensée peut perdurer un temps considérable chez les personnes normales. Mais ce que l'on nomme communément un objet ou une pensée est quelque chose de très complexe, ayant plusieurs parties ou aspects et notre attention passe en réalité d'une partie à l'autre, allant et venant tout le temps. Notre attention dirigée sur ce que l'on peut appeler sérieusement une seule chose, n'offrant pas l'occasion de mouvement de l'attention d'une partie à une autre, disons par exemple sur une petite tache de couleur, ne peut être fixée plus d'une seconde environ, sans risque sérieux de tomber en extase hypnotique ou quelque condition pathologique analogue. En ce qui concerne la vision, ce mouvement continuel de l'attention, porté d'une partie à l'autre de l'objet inspecté, s'accompagne normalement d'un mouvement correspondant de l'appareil physique sensitif. La raison en est simple. Les images les plus précises sont enregistrées dans la tache maculaire du centre de la rétine, spécialement par l'exigu fovea centrali. L'esprit, en sélectionnant partie après partie de l'objet en vue de la perception, amène les yeux à se mouvoir de telle façon que chaque partie successive de l'objet est vue à son tour par cette région de l'œil qui enregistre les images les plus précises. Les oreilles ne présentent rien qui corresponde à la fovea centrali, par conséquent, le changement indispensable de l'attention à l'intérieur du champ auditif n'entraîne aucun changement parallèle de l'organe corporel. La discrimination et la sélection des sensas auditifs peuvent être opérées par l'esprit seul et n'exigent pas de mouvement correspondant des oreilles. Nous avons vu que pour être effective, l'attention doit être continuellement en mouvement, et que par suite de l'existence de la fovea centrali, les yeux doivent changer de direction aussi constamment que l'attention de l'esprit qui les contrôle. Mais tandis que chez les sujets normaux l'attention est toujours associée avec des mouvements continuels des yeux, elle est aussi associée à l'inhibition de mouvements en d'autres régions du corps. Tout mouvement corporel s'accompagne d'une sensation plus ou moins vague, et quand nous cherchons à fixer l'attention sur quelque chose, ces sensations agissent comme facteurs de distraction. Afin de nous débarrasser de telles distractions, nous faisons de notre mieux pour empêcher le corps de se mouvoir. Si l'acte d'attention s'accompagne d'activités manuelles ou autres en connexion avec le but visé, nous nous efforçons d'éliminer tous les mouvements autres que ceux strictement nécessaires à notre tâche. Si nous n'avons pas de tâche à exécuter, nous essayons d'inhiber tous nos mouvements et de maintenir notre corps parfaitement tranquille. Nous connaissons tous bien l'attitude de l'auditoire dans un concert. Tant que la musique est jouée, les gens restent assis sans remuer. Dès que le dernier son est éteint, le bruit éclate en même temps que les applaudissements, une vraie tornade de toux, d'éternuements et de remuements divers. L'intensité de ce bruit éclatant comme une explosion donnera une idée de la force des inhibitions imposées par l'attention dirigée sur la musique. Francis Gallon prit la peine un jour de compter le nombre de mouvements corporels observables dans un auditoire de 50 personnes en train d'écouter une conférence plutôt ennuyeuse. Le nombre moyen fut de 45 mouvements par minute, ou un remuement environ pour chaque membre de l'assemblée. Dans les rares occasions où le conférencier montra de la vivacité, voire de la gaieté, le taux des mouvements diminua de plus de 50%. L'inhibition d'activités inconscientes va de pair avec celle de mouvements conscients. Voici quelques-unes des constatations faites en rapport avec la respiration et les battements cardiaques, résumées par R. Philippe dans un article sur « La mensuration de l'attention », publié en 1928 par l'Université catholique d'Amérique. Au cours de l'attention visuelle, la respiration diminue d'amplitude, le rythme en étant tantôt accéléré, tantôt ralenti. Dans l'attention auditive, le rythme est toujours ralenti mais l'effet sur l'amplitude est variable.
Une respiration diminuée produira souvent un ralentissement des battements cardiaques spécialement durant les premiers moments d'attention. Ce pouls ralenti doit être attribué à l'inhibition de la respiration, plutôt qu'à l'influence directe de l'attention. Mouvement continuel des yeux, inhibition des mouvements dans le reste du corps, telle est la règle en ce qui concerne l'attention visuelle. Aussi longtemps que cette régie sera observée, en l'absence de maladie ou de troubles psychiques, le fonctionnement visuel restera normal. L'état anormal survient lorsque l'inhibition du mouvement, correcte et convenable dans les autres parties du corps, est transmise aux yeux où elle n'a que faire. Cette inhibition des mouvements des yeux, mouvement avant tout inconscient, est provoquée par un désir de voir trop à vide. Dans notre empressement excessif, nous immobilisons inconsciemment les yeux, tout comme nous avons immobilisé les autres régions du corps. Il en résulte que nous commençons à regarder fixement le champ de sensat que nous tentons de percevoir. Mais un regard fixe desservira toujours son propre but, car, au lieu de voir davantage, la personne qui aura immobilisé son appareil sensitif, acte qui immobilise en même temps l'attention en corrélation intime avec la sensation, subira automatiquement une réduction de sa puissance visuelle, laquelle dépend de la mobilité ininterrompue tant des yeux, siège de la sensation, que de l'esprit, siège de la sélection et perception. En outre, l'acte de regarder fixement, représentant un effort pour réprimer des mouvements normaux et habituels, s'accompagne toujours de tensions excessives et continuelles, qui à son tour provoquent la sensation d'effort psychique. Quand il y a tension excessive et continuelle, le fonctionnement normal devient impossible, la circulation est réduite, les tissus perdent leur résistance et leur pouvoir de récupération, de guérison. Pour surmonter les effets du mauvais fonctionnement visuel, la personne victime de sa manière de voir incorrecte regarde toujours plus fixement et donc voit moins avec une tension plus forte. Et ainsi de suite, en un cercle vicieux. Nous avons de bonnes raisons de supposer que l'attention mal dirigée, aboutissant à l'immobilisation des yeux et de l'esprit, constitue la cause la plus importante de mauvais fonctionnement visuel. Le lecteur remarquera, lorsque je les décrirai en détail, que plusieurs des techniques du Dr Batt et consorts visent essentiellement à restaurer pour l'œil et l'esprit cette mobilité sans laquelle, de l'avis de tous les psychologues expérimentaux, il ne peut y avoir de sensation ou perception normale. Chapitre 6 Relaxation. Dans cette partie je décrirai en détail un certain nombre des techniques efficaces élaborées par le Dr Batt et autres maîtres dans l'art de voir. Les instructions imprimées ne remplaceront jamais les directions personnelles d'un maître compétent, et il n'est pas possible, dans un petit livre, d'indiquer exactement quelle importance il faut donner à telle ou telle méthode dans tel ou tel cas de mauvais fonctionnement visuel. Chaque individu comporte ses propres problèmes particuliers. Pourvu des connaissances nécessaires, chacun pourra trouver la solution de ses problèmes, mais, spécialement dans les cas difficiles, un maître doué et expérimenté la découvrira plus promptement, et la mettra en pratique avec plus d'efficacité que le patient lui-même. Et cependant, les instructions imprimées auront toujours leur utilité, car l'art de voir comprend un certain nombre de techniques avantageuses pour tous, quelle que soit la nature et le degré du mauvais fonctionnement. La plupart de ces techniques sont très simples, et par conséquent il y a fort peu de chances qu'elles soient mal comprises par ceux qui en lisent la description. Et bien qu'un manuel ne remplace jamais un maître compétent, il aura toujours son utilité. Relaxation passive, application de la paume des mains sur les yeux, palming. La relaxation, nous l'avons vu, est de deux sortes, passive et dynamique. L'art de voir possède des techniques destinées aux deux espèces, relaxation passive des organes visuels dans les périodes de repos, et relaxation dynamique par un fonctionnement naturel et normal en période d'activité. Pour les organes de la vision, on peut effectuer une relaxation passive complète, mais on n'aura plus d'avantage à rechercher l'état mixte, combinaison des deux sortes de relaxation. La plus importante de ces techniques de relaxation surtout passive est constituée par le procédé intitulé palming par le Dr Batt. Ce procédé consiste à couvrir les yeux fermés de la paume des mains.
Pour éviter d'exercer la moindre pression sur les globes oculaires, qui ne doivent jamais être comprimés, frottés, massés, ni manipulés d'aucune manière, la partie intérieure des paumes doit reposer sur les os des pommettes et les doigts sur le front. De cette façon, les yeux seront mis totalement à l'abri de la lumière, même sans toucher les globes oculaires. Pour obtenir les meilleurs résultats, le patient sera assis les coudes sur la table ou reposant sur un grand coussin bien rembourré placé en travers des genoux. Quand les yeux sont fermés et que toute lumière a été supprimée par l'apposition des mains, les personnes dont les organes visuels sont en état de relâchement trouveront dans leur champ visuel une obscurité uniformément répandue dans toutes ses parties. Il n'en est pas de même chez les personnes dont le fonctionnement visuel est anormal. À la place de l'obscurité, elles pourront voir des nuages gris se mouvoir, ou apercevront des raies de lumière traversant l'obscurité, des taches de couleur. Tout cela dans une variété infinie de changements et combinaisons. Lorsque la relaxation passive des yeux et de l'esprit est accomplie, ces illusions de mouvement, de couleur et de lumière tendent à disparaître, remplacées par une obscurité uniforme. Dans son livre « Vue parfaite sans lunettes », le Dr Bhatt conseille aux candidats à la relaxation d'imaginer qu'ils voient noir quand ils exercent ce procédé de la paume des mains. Le but de ce conseil est d'arriver à voir réellement noir par le truchement de l'imagination. Sa technique donne un résultat satisfaisant dans quelques cas, mais en d'autres cas, probablement les plus nombreux, cette tentative d'imaginer qu'on voit noir conduit souvent à un effort conscient et à de la tension. La technique va ainsi à l'encontre de son but qui est la relaxation. Vers la fin de sa vie, le Dr Bhatt a modifié sa méthode sur ce point, imité en cela par ceux de ses successeurs qui ont eu le plus de succès. On ne recommande plus à la personne qui recourt au procédé de la paume des mains d'imaginer qu'elle voit noir, mais de distraire son esprit en se rappelant des événements et scènes agréables de sa vie antérieure. Au bout d'un laps de temps plus ou moins long selon l'intensité de l'effort développé, le champ visuel sera devenu uniformément obscur. De cette manière, on atteint le même résultat qu'en imaginant le noir, mais sans risque de créer de la tension. Dans ce rappel d'épisodes passés, il faut prendre soin d'éviter tout ce qui a le caractère d'immobilité mentale. Si l'esprit est fixé trop rigidement sur une seule image évoquée, cela pourrait aisément entraîner une fixation et immobilisation correspondante des yeux. Il n'y a rien de surprenant ou de mystérieux à cela, en réalité, en tenant compte du caractère unitaire de l'organisme humain, esprit-corps, c'est précisément à ce phénomène que l'on devrait s'attendre. Pour éviter l'immobilisation mentale avec sa fixation concomitante des yeux, il faudra toujours, en exerçant le pa'aming, évoquer dans la mémoire des objets en mouvement. Par exemple, on pourra revoir en imagination des scènes de son enfance. On peut se représenter soi-même se promenant à travers les paysages rappelés, notant au fur et à mesure de la marche les changements intervenus dans leurs aspects. En même temps, les scènes ainsi évoquées seront peuplées d'êtres humains, de chiens, de trafic routier, des gens vacants à leurs occupations, etc., tandis qu'un vent vif agite les feuilles des arbres et chasse les nuages dans le ciel. Dans un pareil monde de fantaisie, où rien n'est fixé ni rigide, il n'y aura aucun danger d'immobiliser l'œil intérieur dans un regard fixe, et quand l'œil intérieur se meut sans contrainte, l'œil physique extérieur jouira de la même liberté. En utilisant la mémoire et l'imagination de la façon que j'ai décrite, il est possible de combiner par la seule application de la paume des mains sur les yeux fermés les avantages de la relaxation active et passive, du repos et d'un fonctionnement naturel. C'est pourquoi j'estime que ce procédé de la paume des mains est plus favorable aux organes de la vision que toute autre forme de relaxation entièrement passive. Lorsque les activités de la mémoire et de l'imagination sont totalement inhibées, on peut après quelque expérience de la méthode porter cette relaxation passive jusqu'au point où les paupières et les globes oculaires eux-mêmes perdent leur tonus et deviennent mous. Cet état est si éloigné de l'état normal des yeux qu'il n'aura guère ou point d'effet sur l'amélioration de la vue. Au contraire, par le procédé dit du pa'aming, les facultés mentales de l'attention et de la perception continuent à travailler sans effort, de la manière libre et changeante qui leur est naturelle, en même temps que ce procédé repose les yeux. Les autres facteurs principaux de l'efficacité du pa'aming sont d'ordre physique.
il y a comme un soulagement, un apaisement dans l'exclusion momentanée de la lumière et dans la chaleur des mains. En outre, toutes les parties du corps conservent leur potentiel caractéristique et il est possible que l'application des mains sur les yeux agisse en quelque sorte sur l'état électrique des organes fatigués, en revigorant les tissus et en apaisant indirectement l'esprit. Quoi qu'il en soit, les résultats du PAMing sont remarquables. La fatigue est rapidement soulagée, et lorsque les yeux sont remis à découvert, la vision est souvent notablement améliorée, en tout cas pour un certain temps. Quand il y a tension et que la vision est défectueuse, on aura tout avantage à multiplier les séances de cette méthode. De nombreuses personnes qui ont fait l'expérience de son efficacité réservent à dessein des heures régulières pour exercer le PAMing. D'autres préfèrent utiliser les occasions éventuelles selon les jours ou les indications que la fatigue peut leur imposer d'urgence. Même au sein de la vie la plus active, il y a des intervalles inoccupés que l'on peut employer avantageusement à relâcher les yeux et l'esprit, en améliorant ainsi sa vision pour de nouvelles tâches. En tout cas, la chose importante à retenir, c'est que prévenir vaut toujours mieux que guérir et qu'en consacrant quelques minutes à la relaxation, on s'épargnera de nombreuses heures de fatigue et d'insuffisance visuelle. Selon des termes employés par Franz Alexander, nous aspirons tous évidemment au but envisagé, sans faire assez attention aux moyens d'y parvenir. Et pourtant, pour quiconque réfléchit un instant, il doit être évident que la nature des moyens employés déterminera toujours la nature du but atteint. Dans le cas des yeux et de l'esprit qui les contrôlent, les procédés incapables de soulager la tension aboutissent à un affaiblissement de la vision, ainsi qu'à un état de fatigue générale physique et mentale. En nous accordant des instants de relaxation corrects, nous perfectionnons les moyens en arrivant ainsi aisément au but qui est d'abord une bonne vision et finalement l'accomplissement des tâches qui la nécessitent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Cette parole est aussi profondément vraie sur le plan des activités psychophysiques que sur le plan de la spiritualité, de l'éthique et de la politique. En recherchant d'abord un fonctionnement visuel en état de relâchement, tel que la nature l'a voulu pour nous, nous trouverons que tout le reste nous sera donné, sous forme de meilleure vue et de capacité de travail renforcée. Si, au contraire, nous continuons à ne considérer évidemment et étourdiment que le but à atteindre, visant directement à une meilleure vision, en neutralisant les symptômes par des moyens mécaniques, et à une efficacité accrue, par un effort et une tension incessants, nous finirons par voir plus mal et faire moins de travail. Si, les circonstances étant peu propices, il est difficile ou embarrassant de pratiquer la méthode de l'application de la paume des mains, PAMing, on réussira à obtenir un certain degré de relaxation en appliquant le procédé mentalement, c'est-à-dire en fermant les yeux, en imaginant qu'ils sont couverts par les mains et en évoquant quelques scènes ou épisodes agréables, comme on l'a recommandé au paragraphe précédent. Ce procédé doit s'accompagner de la sensation consciente de laisser aller des yeux, d'une pensée de relâchement, en relation avec les tissus fatigués et sous tension. Le procédé du PAMing purement mental n'est pas aussi profitable que le procédé à la fois physique et mental, mais c'est un bon adjuvant. Chapitre 7 Clignement et respiration. Il est difficile de dire si l'espèce de relaxation obtenue par les techniques décrites dans ces chapitres est avant tout passive ou surtout dynamique. Heureusement, la réponse à cette question reste sans importance en pratique. Le fait important est que toutes ces techniques sont destinées à soulager la tension et l'effort, que toutes peuvent et doivent être pratiquées comme exercice de relaxation, à des heures spécialement réservées à cet exercice, et que toutes peuvent et doivent être incorporées à l'activité visuelle quotidienne, afin de produire et maintenir un état de relaxation dynamique associé à un fonctionnement normal. Je commencerai par de courtes considérations sur le clignement et son importance dans l'art de voir. Clignement normal et anormal. Le clignement a deux principales fonctions, de lubrifier et nettoyer les yeux à l'aide de larmes, et de les reposer par une exclusion périodique de la lumière. La sécheresse des yeux les prédispose à l'inflammation et s'associe souvent à un brouillement de la vue, d'où le besoin impérieux de lubrification fréquente, c'est-à-dire de clignement fréquent.
En outre, la poussière, comme le savent tous ceux qui auront jamais nettoyé une fenêtre, collera sur la surface la plus polie en opacifiant la substance même la plus transparente. Les paupières, en clignant, lavent par les larmes les surfaces exposées des yeux en prévenant leur souillure. En même temps, quand le clignement est fréquent comme il convient qu'il soit, la lumière est exclue des yeux durant peut-être 5% ou davantage de toutes les heures de veille. Les yeux en état de relaxation dynamique clignant souvent et aisément. Mais quand il y a tension, le clignement tend à se raréfier et les paupières travaillent sans souplesse. Il semblerait que la cause en soit dans la même direction défectueuse de l'attention qui provoque l'immobilisation anormale de l'appareil sensitif. L'inhibition du mouvement, naturel et normal dans les autres régions du corps, est reportée non seulement aux yeux, mais aussi aux paupières. La personne qui regarde fixement ne ferme ses paupières qu'à de longs intervalles. C'est tellement un fait d'observation commune que les romanciers en parlant du regard fixe ajoutent encore les termes « sans clignement ». Le mouvement, déclarent avec insistance les psychologues, est l'une des conditions indispensables de la sensation et de la perception. Tant que les paupières sont maintenues tendues et relativement immobiles, les yeux aussi resteront dans le même état. Par conséquent, tous ceux qui veulent acquérir l'art de bien voir doivent prendre l'habitude de cligner souvent sans effort. Quand les paupières ont retrouvé leur mobilité, celle-ci reparaîtra assez facilement dans l'appareil sensitif. Ainsi les yeux jouiront d'une meilleure lubrification, de plus de repos, et d'une meilleure circulation, qui va toujours de pair avec les mouvements musculaires sans tension. Ceux qui ont des clignements trop petits et un peu convulsifs, clignotements, et c'est la majorité des gens dont la vision est défectueuse, doivent acquérir ou reprendre l'habitude de cligner souvent et aisément. On y arrivera en observant de temps à autre un instant de repos consacré à un bref exercice de clignement, une demi-douzaine de clignements légers, en aile de papillon, puis, quelques secondes de fermeture lâche des paupières, puis, deuxième série de clignements suivie d'une nouvelle fermeture des paupières, et ainsi de suite durant une demi-minute ou une minute. Répétés à intervalles fréquents, disons d'heure en heure ou à peu près, ces exercices aideront à acquérir l'habitude de cligner fréquemment dans le cours de la journée. La personne devenue consciente de ces clignements se rendra compte aussi de sa tendance à immobiliser les yeux et les paupières et pourra combattre la fixité du regard par la fermeture fréquente et aisée des paupières. Le clignement fréquent possède une grande importance pour les gens astreints à un travail difficile et minutieux, exigeant une attention soutenue. Absorbés par de telles occupations, ils ont fatalement la tendance à fixer les yeux et les paupières, d'où il résulte une tension, de la fatigue, de la sécheresse de la cornée, de l'inflammation et une gêne de la vision. Le clignement fréquent et aisé procurera souvent un grand soulagement, hors de proportion avec la simplicité des moyens employés. À part le clignement, on pourra périodiquement comprimer les yeux par une contraction intense des paupières fermées, renforçant l'action des paupières par celle des autres muscles de la face. On devrait le faire chaque fois que l'on est tenté de se frotter les yeux, manière brutale et barbare d'opérer à l'aide des doigts ce que les paupières si bien adaptées peuvent faire avec plus de sécurité et tout aussi efficacement. Cette contraction compressive peut être pratiquée à l'occasion, même s'il n'y a pas de démangeaisons ou d'autres malaises dans les yeux, simplement dans le but d'augmenter la circulation locale et de stimuler la sécrétion des larmes. Le massage des globes oculaires eux-mêmes n'est jamais à conseiller, mais un frottement doux sur les paupières amènera souvent un soulagement et comme un rafraîchissement. La fatigue des yeux peut aussi être soulagée en frictionnant et pétrissant les muscles de la nuque. Les personnes sujettes à la tension des yeux pourront avec avantage tirer parti de ce mode rudimentaire de massage de la nuque par eux-mêmes, 2 ou 3 fois par jour, en le faisant suivre d'une période de calming. Respiration normale et anormale. Comme on l'a indiqué dans la première partie de ce livre, les psychologues expérimentaux ont constaté une corrélation assez constante entre l'état de l'attention et les modifications de rythme et d'amplitude de la respiration. En termes plus simples, ils ont constaté que lorsque nous fixons quelque chose attentivement, nous avons la tendance soit de retenir la respiration durant plusieurs secondes d'un seul effort, soit, si nous respirons, de respirer plus superficiellement que d'habitude.
La cause en est due au fait qu'en essayant de concentrer l'attention, nous trouvons que les bruits et sensations de mouvements musculaires associés à la respiration constituent une source de distraction. Nous cherchons à supprimer ces distractions, soit en respirant plus superficiellement, soit en suspendant entièrement la respiration pendant un laps de temps assez prolongé. Dans leur effort intensif pour voir, les personnes dont la vision est défectueuse tendront à exagérer extrêmement cette intervention normale de la respiration. Beaucoup d'entre elles, en portant fortement leur attention sur quelque chose qu'elles sont anxieuses de bien voir, se comportent presque comme des pêcheurs de perles et suspendent leur respiration un temps incroyablement long. Or la vision dépend beaucoup d'une bonne circulation, et la circulation n'est bonne que si l'afflux de sang est suffisant, ce qui n'est pas le cas lorsque l'esprit est sous tension et les yeux dans un état de tension neuromusculaire, et le sang en même temps de bonne qualité, ce qui n'est certainement pas le cas si la respiration retenue en a diminué l'oxygénation. Le volume de la circulation sanguine dans les yeux et autour d'eux peut être augmenté par les procédés de la relaxation passive et dynamique. La qualité du sang peut être améliorée en apprenant à respirer consciemment, même dans les moments d'attention soutenue. Nous avons déjà décrit quelques-unes des méthodes de relaxation et j'aurai l'occasion, plus loin, d'en mentionner plusieurs autres. Ici, nous n'avons à nous occuper que de la respiration. Pour corriger des habitudes vicieuses de respiration, la première chose est d'abord de s'apercevoir qu'elles sont anormales. Soyez bien persuadés que chez les personnes de vue défectueuse, il existe une corrélation régulière entre la vue attentive et l'intervention nuisible et sans nécessité d'une respiration anormale. Bien enracinée dans le subconscient, cette pensée surgira périodiquement dans la conscience, et si cette surrection a lieu au moment où vous portez fortement votre attention sur quelque chose, il y a beaucoup de chances que vous vous prendrez sur le fait, en train de vous comporter comme un pêcheur de perles à 10 brasses sous la surface de la mer. Mais vous n'êtes pas pêcheur de perles, et l'élément où vous vivez n'est pas l'eau, mais l'air vivifiant. C'est pourquoi remplissez vos poumons d'air, non violemment comme si vous pratiquiez des exercices de respiration profonde, mais avec aisance et sans effort, l'expiration succédant à l'inspiration en un rythme normal.